Bonjour, mon nom est Chloé, je suis agente de l'environnement pour l'OBV L'Assomption. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation enregistrée sur comment prévenir les invasions des espèces aquatiques exotiques envahissantes. Je vais vous présenter très brièvement l'OBV et je vais vous parler plus en profondeur des plantes aquatiques exotiques et des animaux exotiques, aquatiques encore une fois, qui sont présents sur notre OBV, notre bassin versant ou sur le territoire du Québec. Puis à la fin, je vais vous présenter comment on peut prévenir ces invasions. Tout d'abord, le projet Ensemble stoppons la vipère chinoise est ce qui nous a permis de faire cette vidéo et les présentations. Le but est vraiment de vous sensibiliser, vous les riverains et toute autre personne, à comment reconnaître les espèces aquatiques exotiques envahissantes et à prévenir leur introduction. Donc, on remercie nos supports financiers du ministère de l'Environnement et de la municipalité de Rawdon. L'OBV L'Assomption, ça regroupe tous les cours d'eau qui font partie, qui s'écoulent dans la rivière de l'Assomption. Donc, on est un grand territoire qui couvre plusieurs municipalités et qui œuvre dans le but d'élaborer, promouvoir et mettre en œuvre le plan directeur de l'eau. Nous avons 40 années d'expérience et avons été fondés en 1983. On œuvre dans plusieurs sphères, autant dans la sensibilisation, la collecte de données, que agir sur le terrain, comme le contrôle de la vipère chinoise dans notre projet. Donc, en quelques chiffres, l'OBV, c'est quoi? Ça comprend 11 MRC, 56 municipalités et 3 territoires non organisés. On a une très large superficie de territoire qui couvre 68% de forêts et 5% de milieux urbains. Dans ce troisième plan directeur de l'eau, on a élaboré 6 problématiques, dont la destruction ou la dégradation de milieux humides et hydriques, l'eutrophisation ou la présence de cyanobactéries dans les lacs, l'inondation, la mauvaise qualité de l'eau, la présence d'espèces exotiques envahissantes dont je vais vous parler aujourd'hui et le problème d'approvisionnement en eau. J'entre tout de suite dans le sujet en vous présentant les plantes et les espèces envahissantes. Qu'est-ce que c'est? En gros, je vais faire la différence entre les plantes et les espèces indigènes et exotiques. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'une EEE? Une EEE, c'est les acronymes qui sont présents sur cette diapositive-là, qui vont toutes être utilisés. Dans le fond, on a les espèces exotiques envahissantes, qui sont les EEE. Ils vont regrouper des animaux, des plantes et les espèces aquatiques. Aujourd'hui, je vais principalement vous parler des espèces aquatiques exotiques envahissantes, dont les animaux et les plantes. Qu'est-ce que la différence entre une espèce indigène et une espèce exotique? Tout d'abord, les espèces exotiques, comme vous le savez, ils ne viennent pas des tropiques, non, ils sont importés dans notre territoire et ils sont non originaires de l'Amérique du Nord, souvent, ou hors de leur répartition normale. Au Canada, on en compte environ 280 espèces exotiques envahissantes dans les lacs, les océans, les forêts. Pour une espèce indigène, c'est le contraire, c'est une espèce qui est normalement répartie sur notre territoire, donc originaire du Québec, du Canada ou de l'Amérique du Nord. Elles sont souvent plus vulnérables aux espèces exotiques envahissantes qui ont, dans le fond, une facilité à se propager. Voici quelques photos d'espèces indigènes. On a les plantes ici, donc le nénuphar que vous connaissez, les lenticules mineurs, la brasénie de Schreber, qui est présentée ici avec une petite astérix, dont je vais vous parler un peu plus tard. Parce que c'est pas parce qu'une plante est indigène qu'elle ne peut pas être envahissante. Vous connaissez aussi probablement certaines de ces espèces ici. On a des mollusques, des poissons et des amphibiens. Présents dans nos lacs, que vous avez probablement déjà vu, le wawaron, la grenouille verte, la tortue serpentine, des poissons comme la perche chaude, la chigan,
à grande bouche et même des mollusques comme le gastéropode d'eau douce ou l'anodonte de l'Est. Voici une petite liste qui ne comprend pas toutes les espèces dont je vais parler aujourd'hui, mais qui en présente quelques-unes. Des espèces exotiques cette fois-ci, donc qui ne sont pas originaires du Québec ou du Canada. Et cette liste-là, c'est les espèces problématiques que je vais vous parler. Je vais principalement vous parler des plantes. Dans les plantes, je vais vous parler de la myriophile à épis, qui peut inquiéter certains de vous, la châtaigne d'eau, le potamo crépus, qui sont les trois, selon moi, les plus importantes à regarder, à faire attention. Et les animaux, je vais vous parler de la vipère chinoise, bien sûr, de la moule zébrée et de quelques poissons et d'autres organismes. On a aussi une photo ici du buton mahomel, la belle plante émergente rose, qui est une espèce exotique envahissante que je ne vais pas couvrir, mais c'est ça, qui est très belle. Donc, qu'est-ce qu'une espèce envahissante? Une espèce envahissante peut être exotique ou indigène. En gros, c'est une espèce qui va avoir tendance à envahir un milieu, qui va se multiplier rapidement et s'étendre facilement. On en a des espèces exotiques et indigènes. Par exemple, le crapet soleil, qui est une espèce indigène, va avoir un caractère envahissant. Exactement comme la brasinie de Schreiber, qui est un type de nénuphar flottant qui a un caractère envahissant. Donc, quand on voit ces deux espèces-là, on va voir qu'ils vont se propager rapidement. Une espèce exotique envahissante va souvent, comme dit dans son nom, va avoir un caractère envahissant. Et là, ça peut être plus problématique parce qu'elles vont diminuer la biodiversité et vont créer un point de vulnérabilité dans le milieu. Donc, pourquoi elles sont envahissantes? Principalement parce qu'elles sont introduites et ne vont pas avoir leurs compétiteurs ou prédateurs naturels. Donc, elles vont pouvoir aller se multiplier pratiquement jusqu'à l'infini. Ils vont avoir une croissance et une reproduction très rapide et facile parce que souvent les plantes, on a cet exemple-là, souvent les plantes vont pouvoir avoir cette caractéristique-là. Et pourquoi elles sont envahissantes? Aussi, dans le cas des plantes, elles vont avoir une bonne présence de nutriments ou de sédiments dans un lac. Donc, dépendamment de l'environnement, ils vont pouvoir être propices à plus être envahissantes que dans d'autres milieux. L'origine des espèces exotiques envahissantes, ça date pas d'aujourd'hui, ça date d'il y a quand même un bon bout. Depuis qu'on colonise l'Amérique du Nord, il y a des espèces qui sont importées en bateau pour l'alimentation ou la médecine, mais la plupart sont introduites par accident. Donc, comme le dit la statistique ici, on a 43% des plantes exotiques envahissantes qui sont introduites par accident en Amérique du Nord. Leur point de pays qu'elles sont importées, souvent d'Europe, d'Afrique ou d'Asie, elles vont vraiment souvent être importées par l'humain, mais des fois, ils vont être importés de manière naturelle. Donc, voilà. Ce qui est important à retenir là-dedans, c'est que vraiment, vous, les gens qui les reconnaissiez et qui les détectent, va vraiment avoir un grand impact sur comment on va pouvoir prévenir l'invasion ensuite et la contrôler. Donc, plus elle est prévenue rapidement, plus on va pouvoir contrôler les dommages. Donc, c'est vraiment important à retenir. Les impacts des espèces exotiques envahissantes, il y en a vraiment beaucoup, autant sur l'environnement, le social et le côté économique. Vous les connaissez peut-être déjà, mais en gros, pour l'aspect environnemental, ça va vraiment réduire la biodiversité d'un écosystème et même chambouler complètement son écosystème. Je vais en parler un peu plus du côté des plantes comme exemple, mais ça s'applique vraiment aussi pour toutes les espèces, non les animaux. Du côté social, on a vraiment une diminution souvent de l'accès au plan d'eau. Fait quand une plante va être envahissante, un animal va être envahissant, on va avoir de la difficulté à pouvoir se baigner ou faire nos activités normales.
donc ça va nuire aux activités nautiques bien sûr, et tout ça a un impact sur l'économie, donc sur le tourisme, le sport, la pêche. Quand un plan d'eau est affecté, souvent ça va réduire les activités humaines, mais aussi ça peut réduire la valeur économique d'une propriété si une espèce exotique envahissante est retrouvée sur le terrain ou à proximité du terrain de la maison. Et bien sûr, les coûts pour contrôler et réduire les dommages ou réparer les installations vont être élevés, donc on a un aspect économique ici. Les plantes aquatiques exotiques envahissantes. Je vais vous parler un peu, tout d'abord, c'est quoi la différence entre une plante et une algue? C'est souvent une erreur qu'on va dire naturellement, mais qu'on s'en rend pas trop compte, mais il y a bien une différence entre une plante aquatique et une algue. La différence est de niveau taxonomique, donc c'est vraiment par rapport à leur organisation cellulaire et leur façon de se reproduire. Une algue va vraiment souvent être microscopique, unicellulaire. On va seulement pouvoir les voir quand elles sont regroupées en colonies, par exemple des petites taches vertes dans l'eau. Vous en avez sûrement déjà vu là, des algues comme fibreuses un peu. Elles vont aussi se reproduire de manière par la division cellulaire, donc comme ça. On a quelques exemples d'algues qui ont une apparence de plantes aquatiques, ce qui est quand même très rare. On a la Nitella, le genre Nitella, et le genre Chara, qui sont deux algues. On a aussi les plantes aquatiques, la différence c'est vraiment qu'ils vont avoir un organisme de cellules spécialisées. Donc, chaque cellule va avoir un objectif, donc former la tige, les racines, la feuille, la fleur. Entre autres, elles vont se reproduire avec des semences, donc ils vont produire une fleur qui va produire des graines. Ensuite, il ne faut pas se mêler avec tout ça, avec les algues bleues. Les algues bleues ne sont ni des algues ni des plantes, elles sont des cyanobactéries. Les cyanobactéries sont des bactéries donc dans l'ordre taxonomique, elles ne sont ni des algues ni des plantes. Elles vont faire tout ce que je vous ai nommé, vont faire de la photosynthèse bien sûr, mais c'est vraiment de manière biologique qu'on peut comprendre la différence. Ensuite, les plantes aquatiques ont un rôle dans l'écosystème. Chacune vont être importantes pour maintenir cet écosystème en place. On a trois types de plantes, des plantes émergentes, flottantes et submergées. Chacune va avoir leur rôle. Par exemple, pour les plantes émergentes, elles vont vraiment pouvoir soutenir la berge, éviter l'érosion, prévenir la pollution de l'écosystème. Donc, ils vont pouvoir filtrer ce qui s'écoule dans le bassin. Et on a aussi les plantes flottantes qui vont permettre de créer de l'ombre, des habitats et filtrer aussi l'eau. Et les plantes submergées qui sont seulement les plantes dans l'eau, donc qui vont rarement être émergentes, qui vont fournir un habitat, de la nourriture aussi pour certaines espèces et contribuer à l'écosystème. Certaines de ces plantes, dans les trois types, émergentes, flottantes et submergées, vont être vont être indicateurs de qualité de l'eau, pardonnez-moi. Par exemple, pour le potamo crépu, qui va nous indiquer que la pollution d'un cours d'eau est assez élevée. Donc, voici les plantes que je vais vous parler. On a la Myriophylla qui vous inquiète probablement beaucoup, la châtaigne d'eau, l'hydrocaride grenouillette, le potamo crépu et quelques autres espèces que je vais passer rapidement, qui sont peu présentes au Québec, mais qu'il faut quand même garder un œil. Donc, le Myriophylla mon favori, c'est une belle plante aquatique qui a l'air d'un spaghetti. Dans l'eau, une belle forme de verticille. On voit ici sur l'image, je vais vous montrer avec mon laser. Ça ici, c'est le verticille avec chacune des feuilles. Donc, il y en a 4 par verticille. Et ici, chaque brin qu'on voit sont des folioles.
Donc, chaque feuille va être composée de 12 paires de folioles. C'est comme ça qu'on peut reconnaître le myriophylle à épi des autres espèces de myriophylle. Donc, le myriophylle à épi, c'est une espèce exotique envahissante. Elle est reconnaissable aussi par son épi ici, qui va faire une fleur qui va être rose, et par la segmentation au bout là, du myriophylle à épi. Voilà. Les 6 autres espèces vont être indigènes, mais souvent, ça a l'air vraiment moins du myriophylle qu'on connaît, c'est-à-dire le myriophylle à épi. Ils vont souvent passer plus inaperçus. Par contre, pour le myriophylle de Sibiricum, on a encore présence d'un versicle de 4 feuilles, mais les folioles, on le voit, qui sont vraiment moins denses. La différence, c'est vraiment que la feuille du myriophylle va vraiment ressembler plus à une plume qui, une fois hors de l'eau, va perdre tout soutenement, ne sera plus, va être toute molle, et va aussi avoir au bout, va avoir une forme assez droite sur la feuille. Donc, on pourrait la confondre, la myriophylle à épi, avec d'autres plantes indigènes, dont l'utriculaire et la cornifle nageante. La différence, ça va vraiment être, comme je vous ai expliqué, dans les versicules et les feuilles. Pour l'utriculaire, on a vraiment une répartition de manière... les feuilles vont être subdivisées en branches, donc ça a moins l'air organisé que le myriophylle à épi. Et on a aussi des petits utricules, qui sont ici les petites boules qu'on voit, qui sont en fait utilisées pour capturer les micro-organismes ou les crustacés, micro-crustacés dans l'eau. Donc on a une présence d'une plante indigène qui est totalement correcte, non envahissante, et qui va être carnivore à cause des utricules. Fait que la différence, c'est que la myriophylle n'aura pas d'utricule et que sa répartition des feuilles est par 4 en versitile et qu'elle possède beaucoup plus de folioles que l'utriculaire. Pour la cornifle nageante, on n'a pas de versitile, c'est vraiment une feuille comme ça ici. Chaque brin est une feuille qui va être divisée en 2. Donc, ça a une forme de doigt comme ça ici, là, dans ma caméra. Par contre, hors de l'eau, elle est vraiment plus rigide et a une couleur souvent un peu plus verte vive. La myriophylle, comment elle va se propager? Elle a vraiment un bon mécanisme pour se propager parce qu'elle peut se propager de plusieurs manières, avec ses fleurs et ses graines, mais aussi deux autres types, dont la fragmentation et par stolon. Donc, par stolon, sa racine va faire naître un petit bébé de myriophylle à côté, pas très loin du plant, et va repousser après ça un autre myriophylle. Donc, il va pouvoir se propager de manière quand même assez locale avec les stolons. Mais elle va aussi pouvoir fragmenter sa tige et chaque fragment va développer des racines qui vont pouvoir aller s'enraciner ailleurs. Donc souvent si on passe, si à cause de l'activité humaine on passe en bateau dedans, on coupe les tiges de myriophylle, ça va la fragmenter qui va contribuer à sa propagation. Donc avec le courant de l'eau, elles vont vraiment être transportées ailleurs, s'enraciner ailleurs, et va créer de nouvelles colonies, et c'est comme ça que la myriophylle devient vraiment envahissante rapidement. Les impacts de la myriophylle, elle va dégrader l'habitat aquatique, va empêcher les poissons de frayer, donc d'avoir un endroit de frayère, parce qu'elles vont tellement être denses que les poissons ne pourront plus nécessairement faire un nid ou se reproduire. Ça va diminuer aussi la valeur des propriétés des riverains, comme j'ai dit un peu plus tôt. Et quand la myriophylle devient tellement dense, souvent ça va créer empêcher les courants d'eau. Donc,
contribuer à la prolifération des moustiques et parasites qui vont faire pondre leurs petits œufs dans l'eau souvent moins agitée. Bien sûr, ça va faire une perte de biodiversité parce qu'avec la fragmentation et quand la plante pousse à l'horizontale, ça va créer de l'ombre qui va empêcher aux autres plantes de pousser parce qu'elles n'auront plus accès à la lumière. Maintenant, sa répartition est vraiment élevée. On a la présence des myriophiles dans plus de 200 plans d'eau au Québec, sans compter du Canada. Dans notre OBV, on en a dans tous les lacs présents ici. Maintenant, je vais vous parler de la châtaigne d'eau, qui a l'air belle et inoffensive, mais qui, comme la myriophile à épi, est un grand enjeu. Donc, la châtaigne d'eau présente ici, on a une rosette, comme ça, qui va pouvoir être... chaque plant de châtaigne d'eau va pouvoir former 15 rosettes et plusieurs graines par rosette, donc environ une quinzaine de graines par rosette. Donc on voit que la propagation de la châtaigne d'eau peut vraiment être rapide et exponentielle avec tout ça. Ce qui est fascinant là-dedans aussi, c'est que chaque noix de rosette, qui ressemble à ça ici, va pouvoir rester dans l'eau, dans le substrat d'un lac ou d'un cours d'eau, vraiment très longtemps. Donc on parle de plusieurs années. C'est écrit un peu plus loin dans mon PowerPoint. Elle va pouvoir, comme c'est écrit ici, elle va pouvoir survivre jusqu'à 12 ans dans un plan d'eau ou un substrat sans être active et ressurgir. Donc, pour chacune des plantes ou espèces ou animaux exotiques envahissants, c'est très rare et difficile de contrôler, d'éradiquer. Donc, on va pas, quand on a un problème comme ça, malheureusement, on ne pourra pas jamais éradiquer l'espèce. Elle va toujours être présente, il va juste falloir la contrôler à long terme et avoir un plan. Ce que je vais vous parler un peu plus tard dans les aspects de prévention. La châtaigne d'eau est vraiment comme la myriophile. Niveau propagation, elle va faire des fleurs, mais qui ont des graines, mais aussi elle va pouvoir faire des stolons. Donc sur sa longue tige, qui a des petites racines, elle va produire plusieurs bébés qui, une fois qu'on les segmente, vont aller s'enraciner ailleurs. Voilà. Ce qui est dérangeant avec ça, c'est qu'elle tapisse beaucoup les plans d'eau qui vont limiter, c'est ça, les apports nutritifs pour les poissons, la biodiversité, mais aussi toutes les activités humaines. Cette plante-là, elle a été introduite souvent dans les jardins d'eau. Donc, les gens trouvaient la plante belle, l'ont mis dans leur jardin d'eau, mais elle s'est répartie peut-être de manière naturelle par le vent ou par les cours d'eau, le mouvement de l'eau. L'impact de la châtaigne d'eau, elle va vraiment augmenter l'eutrophisation d'un cours d'eau, donc c'est-à-dire le vieillissement. En tapissant tous les cours d'eau, ça va réduire la lumière, mais ça va aussi réduire les échanges gazeux, donc l'oxygénation d'un cours d'eau, et ça va le faire vieillir plus rapidement. Elle va aussi restreindre l'accès à la lumière aux autres plantes, donc les plantes indigènes vont souvent avoir de la difficulté à se propager elles-mêmes, donc mourir, et la biodiversité va être atteinte. Parce que tous les animaux vont en souffrir, puisque une plante va peut-être être la source de nourriture d'un animal qui, lorsqu'il est éradiqué, l'animal n'aura plus de source de nourriture, donc il va avoir des problèmes à lui aussi se propager. Ça va restreindre beaucoup l'activité et les accès aux plans d'eau. La châtaigne d'eau, c'est difficile à pagayer en kayak dans un cours d'eau plein de châtaignes d'eau. Et on peut même jusqu'aller à dire que les noix vont blesser si on marche dessus, donc il faut faire attention à la châtaigne d'eau. La répartition de la châtaigne d'eau est vraiment
souvent, toutes les espèces que je vais vous présenter aujourd'hui vont être plus présentes dans les grands cours d'eau avec beaucoup d'activités ou de flux d'humains. Donc, on a le Richelieu, il va y en avoir dans le cours d'eau du Richelieu, un petit peu près du lac Champlain, mais aussi près de l'Ontario. L'hydrocaride de grenouillette, je vais la passer rapidement, mais souvent cette plante-là est plus présente dans les habitats riches en matière organique, dont les petits étangs ou les zones d'un lac qui ont moins de courant. Donc, elle ressemble à des petits nénuphars en forme de cœur et possède aussi une fleur qui est émergente, donc hors de l'eau. Ça va être quand même assez petit, donc on parle de 6,5 cm comme grandeur de feuille maximale, et c'est un plant non enraciné flottant. Donc, les racines qui sont présentes sur la photo, ici, vont jamais vraiment être enracinées dans le sol, mais tout le temps flottantes dans l'eau et vont capter les nutriments dans l'eau. Puisque souvent, elle va habiter les habitats riches en matière organique, elle n'a pas besoin d'être dans les substrats directement. On peut la confondre avec d'autres plantes flottantes, dont la Brassénie de Schreber que je vous ai parlé tantôt, qui est une plante indigène. Cette plante-là, la Brassénie, va être plus ovale, contrairement à l'hydrocaride qui est en forme de cœur. Et la Brassénie va avoir sous sa feuille une couleur pourprée, contrairement à l'hydrocaride qui est toute verte. La Brassénie de Schreber est aussi très gélatineuse au toucher, donc ça nous indique souvent qu'on est en présence de Brassénie si on touche à cette feuille qui est gélatineuse. Et voilà pour la Brassénie. Pour la Nymphaea odorante, qui est notre nénuphar assez courant, là, le nénuphar, on a une présence ici d'une feuille non cordée, donc non en forme de cœur, mais vraiment plus avec des lobes divisés là, très en forme de triangulaire. Et c'est ça. La fleur, par contre, pour la Nymphaea odorante, sera flottante, contrairement à l'hydrocaride grenouillette. La Nymphaea odorante aussi va avoir des feuilles plus grandes, là, la majorité du temps quand elles deviennent à maturité. Sa propagation ressemble beaucoup aux autres plantes, donc on voit vraiment bien ici sur l'image, mais la tige va faire plusieurs stolons, donc chaque stolon est un bébé de la plante. Sur une tige, on peut avoir présence de 100 à 150 bourgeons, donc ça va très rapidement là, à se propager. Les impacts que ça va avoir sur la biodiversité ou sur les activités, ça va créer un tapis dense, donc on va pouvoir avoir moins accès aux cours d'eau, et ça va même jusqu'à boucher les canaux de drainage ou systèmes d'irrigation, et donc ça va déranger bien évidemment les activités récréatives. La répartition ici, elle est surtout autour du fleuve, donc souvent dans les baies un petit peu moins occupées, achalandées, plus stagnantes. Dans nos BV, on a une vieille mention qui date de 1960 au lac Tellier, qui aurait de l'hydrocaride de grenouillette, mais c'est tout. Maintenant, le potamo crépus. On a présence ici d'un beau potamo. Potamo, c'est en fait un grand genre de plantes au Québec. Il y en a beaucoup dans les plantes aquatiques. Mais celui-là est assez particulier puisqu'il est présent dans les cours d'eau qui sont très pollués. Donc, c'est une plante totalement submergée qui va avoir des colorations rougeâtres du vert avec des feuilles quand même assez allongées et ondulées. Elle va préférer les substrats qui sont un peu boueux et un lac avec beaucoup de nutriments, là, donc on parle d'un lac assez pollué. Ici, on pourrait la confondre avec d'autres potamos indigènes, mais il
faut faire attention, là, la différence avec ce potamo-là, c'est qu'il va avoir une texture un peu plus de plastique, on va dire, donc un peu plus gélatineux, contrairement aux autres potamos. Ce potamo-là, à l'extérieur de l'eau, va quand même bien se tenir, là. Il va garder sa forme, contrairement aux autres potamos qui vont souvent s'affaisser hors de l'eau. Sa propagation, elle va être majoritairement comme toutes les autres plantes, donc par fragmentation. Si je passe avec mon hélice à bateau dans un herbier, donc une grande zone où il y a du potamo, je vais fragmenter mes tiges et ces tiges-là vont refaire des racines et aller ailleurs dans un autre habitat par le courant et s'enraciner, puis coloniser un autre habitat. Donc, il faut faire attention. Elle va aussi produire des fleurs et des fruits. Et sinon, comme le myriophylle va, à partir de ses racines dans le sol, créer un nouveau petit plant, un autre petit bébé. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je répète, c'est dans le fond un indicateur de pollution. Donc, lorsqu'un lac est pollué ou un cours d'eau est pollué, si on a présence de potamo, souvent c'est un indicateur de l'état du lac. Et ça va aussi, encore une fois, limiter la croissance des autres plantes indigènes et favoriser la prolifération des algues bleues-vertes, donc des cyanobactéries. Le potamo crépus, il y en a moins que la myriophylle au Québec, mais on a quand même des petits indicateurs. Nous, dans notre OBV, on en a dans le lac Achigan. Je vais vous présenter maintenant 4 petites plantes qui sont souvent d'origine de jardin d'eau, d'aquaphilie, qui sont encore vendues malheureusement dans des pépinières ou autres magasins de plantes. Donc, faire attention à pas en acheter et pas en planter. Bien évidemment, là, je vais toujours vous conseiller d'acheter une plante indigène puis de la replanter pour éviter ce genre de problème. Donc, on a la laitue d'eau qui ressemble vraiment à une plante grasse, comme un peu un cactus. Il va être flottante et les racines non enracinées vont vraiment ressembler à une laitue d'eau. On a la jacinthe d'eau qui ressemble beaucoup à la laitue d'eau, un peu moins charnue, donc un peu moins comme un cactus, mais elle va avoir une apparence assez de plastique et va faire une belle fleur mauve comme ça ici. La stratitiole faux-aloès ressemble beaucoup à une aloès, va avoir les feuilles de forme triangulaire avec des petites dents sur les côtés, comme un aloès. Va faire des fleurs émergées comme ça ici, blanches. Voilà. Il y en a dans la baie de Carillon. C'est ça, peut être très envahissante. Le faux nymphéa pelleté ressemble beaucoup à une plante flottante comme le nénuphar ou la nymphéa odorante. Va être une plante flottante enracinée comme les autres que je vous ai dit et va avoir une belle fleur jaune. C'est souvent présent dans les jardins d'eau, ces 4 plantes-là que je vous ai présentées. Donc, maintenant je vais vous parler des animaux aquatiques exotiques envahissants. Donc, la liste est assez longue. Je vais vous parler dans le fond de la vipère chinoise, de la moule zébrée, les deux que je vais essayer de prendre un peu plus de temps pour vraiment vous expliquer en détail pourquoi ils sont problématiques. La tortue à oreilles rouges, les crevisses à taches rouges, le cladocère épineux, peu connu, la méduse d'eau douce, qui est encore une fois peu connue, mais beaucoup plus répartie au Québec qu'on pourrait le penser, et des poissons exotiques envahissants. Donc, tout d'abord, la vipère chinoise qui est présente dans nos lacs Aradun, c'est un escargot vivipare. Pourquoi on l'appelle comme ça? C'est parce que dans le fond, elle va donner naissance déjà à des petits escargots déjà tout formés. Donc, elle ne va pas pondre d'œufs, elle va juste directement
accoucher des petits bébés escargots. Cet escargot-là, comment qu'on le reconnaît, c'est vraiment par sa taille. Il va être un gros escargot d'environ 6 à 7 cm. Il va avoir une coquille qui a à peu près 6 à 7 tours et il va avoir des colorations brun verdâtre, vert olive ou brun rougeâtre. Aussi, on peut le reconnaître avec son opercule, qui est en fait la petite porte qui permet de sceller sa coquille. Grâce à ça, c'est une belle adaptation qui va lui permettre de survivre 4 semaines hors de l'eau et de se protéger aussi des prédateurs. Donc son opercule, on peut vraiment la reconnaître parce qu'elle est très ronde partout, même au bout ici, comme ici, là, donc contrairement aux autres escargots. Les espèces similaires sont souvent exotiques, donc elles ne ressemblent pas vraiment aux espèces indigènes. On a la vipère chinoise, la vipère japonaise, qui est un peu plus allongée, mais qui ressemble beaucoup, et la vipère géorgienne, qui est aussi présente au Québec, mais un peu moins, qui va avoir, elle, des bandes plus foncées sur la coquille et va être un petit peu moins grosse, et avec moins de tours de spirale dans sa coquille. Donc, la vipère chinoise, elle provient de l'est de la Russie et du sud-est de l'Asie. Elle a été introduite au Canada dans la fin du 19e siècle, mais nous, au Québec, on l'a vraiment découvert en 1970 environ. Elle a été introduite directement par l'humain. Donc, c'est souvent des gens qui avaient des petits aquariums. C'est un escargot qui se vend, c'est ça, en animalerie, c'est un lécheur de vitre, un nettoyeur de vitre, pardon, qui va nettoyer la vitre de l'aquarium, mais qui a été souvent relâché dans les lacs et c'est comme ça que sa présence est aussi grande et envahissante. Pour ce qui est au Canada, dans les Grands Lacs, on l'a aussi introduite volontairement comme source de nourriture pour le barbu de rivière, mais ça s'est pas mal avéré un désastre. Aujourd'hui, ils ont des très grands problèmes avec ça. Elle préfère des milieux calmes, bien oxygénés, mais vraiment, elle s'adapte très bien à peu près tout. Elle aime les températures chaudes, donc elle va se proliférer beaucoup en température chaude et va même survivre aux hivers. Donc, qu'elle se reproduit? Elle se reproduit de la période de juin à octobre. Une vivipare femelle peut vivre jusqu'à 5 ans et va produire des petits bébés et qui vont atteindre la maturité sexuelle à peu près 6 mois. Donc, c'est très rapide contrairement aux autres escargots indigènes qu'on a dans nos lacs. Donc, c'est pour ça qu'elle va se propager rapidement. Un escargot bébé va à peu près avoir la taille de 3 à 5 mm, donc très très petit. Et une femelle peut créer à peu près 25 jeunes en moyenne par année et jusqu'à 65 jeunes parfois même. Donc, ça ne prend qu'une seule femelle pour coloniser un lac, une seule femelle féconde, bien sûr. C'est ça, ils vont à peu près produire jusqu'à 150 bébés au cours de leur vie, même plus, dépendant de la région et de l'habitat. Un mâle va vivre un peu moins longtemps, de 3 à 5 ans, de 3 à 4 ans, pardon, mais c'est quand même beaucoup plus qu'on pourrait penser. L'impact qu'elle a, elle va vraiment être abondante. Pourquoi elle est aussi abondante? C'est parce qu'elle a 2 types alimentaires. Donc, elle peut manger directement les algues qui vont se trouver sur des roches ou dans le fond de l'eau. Ces algues-là, on les appelle le benthos, le périphyton ou le phytoplancton. Qui sont en suspension, dans le fond, des algues ou micro-organismes qui sont en suspension dans l'eau. Elle va soit les manger avec sa langue, qui est appelée aussi la radula, qui a des petits pics qui vont lui permettre de gratter des parois, par contre, une paroi rocheuse ou une vitre dans un aquarium, et manger les micro-organismes. Mais elle va aussi pouvoir changer de mode alimentaire quand les ressources sont moins abondantes
par exemple, quand c'est le début du printemps ou la fin de l'automne, qu'il y a moins de plantes aquatiques, moins de lumière, donc moins d'algues, elle va filtrer l'eau. Donc, comme une moule, elle va changer de mode alimentaire, là, comme la moule, et filtrer les micro-organismes qui sont présents dans l'eau, tout simplement. Donc, ça fait qu'elle va être non seulement envahissante et problématique pour les espèces d'escargots indigènes, mais aussi pour les espèces de moules ou mulettes d'eau douce indigènes. Elle va avoir des grands impacts. Probablement, vous avez peut-être déjà remarqué si vous en avez proche de chez vous, mais elle va causer un déséquilibre. Donc, étant donné qu'elle filtre, elle mange beaucoup, elle va produire beaucoup d'excréments et ça va dérégler le cycle de phosphore et d'azote dans l'eau. Elle va en grande quantité obstruer les cours d'eau, diminuer ou limiter l'accès à l'eau parce qu'on va piler sur beaucoup de carapaces d'escargots si on en a à l'entrée de notre accès d'eau. Elle va aussi provoquer le déclin de mollusques indigènes comme les gastéropodes d'eau douce ou les mulettes d'eau douce et va causer, lorsqu'elle se désintègre ou juste qu'elle vit, qu'elle prolifère et qu'elle fait des excréments, va causer des odeurs vraiment mauvaises d'escargot. La vipère chinoise, on voit pas très bien dans mon diagramme, mais elle est présente un petit peu partout. C'est les triangles oranges là, qui sont présents sur ma carte. Mais vraiment, là, dans notre bassin versant, elle est présente à Tremblant, au lac Ouimet, au Mont-Laurier, au lac des Écorces, et dans 4 lacs à Rawdon, dont le lac Pont-Brillant, le lac Rawdon, le lac Clair et le lac Brennan. Je vais vous parler maintenant de la moule zébrée, que vous avez sûrement déjà entendu parler, qui est très présente et qui se prolifère rapidement dans le fleuve du Saint-Laurent. En fait, on a présence de cette moule-là ici, qui est quand même très belle. Pourquoi on l'appelle la moule zébrée? C'est simplement parce qu'elle a des traces zébrées, donc une apparence zébrée, donc des lignes zigzaguées, foncées sur un fond pâle. Elle peut avoir des colorations brun, beige, noir, blanc. C'est ça, c'est un bivalve qui va filtrer l'eau. Elle a ici des byssus, qui sont des petites tentacules qui vont la permettre de s'agripper sur une surface dure et commencer son activité alimentaire, donc la filtration. C'est pas très grand comme bivalve, on parle de 5 cm à, quand il est très très jeune, là, un petit 5 mm. On peut la confondre avec d'autres moules, soit la moule aqua qui est aussi une moule exotique envahissante. Par contre, la moule aqua est moins zébrée, donc elle a moins un pattern, pardonnez-moi de l'anglicisme, de zigzag et est plus claire comme ça. On peut aussi la différencier parce que la moule zébrée a un côté assez plat, donc assez triangulaire plat, contrairement à la moule aqua qui est plus arrondie. Donc elle va moins s'accrocher bien au substrat ou aux surfaces dures comme ça. Voilà, sinon on peut la confondre avec la moule indigène, qui est un autre type de moule, mais souvent les moules indigènes vont être plus grosses et ont moins de coloration comme ça ici, vont être plus brunes. Voilà. La moule zébrée, comment est-ce qu'elle a été propagée? Elle a été amenée soit de la mer Noire ou de la mer Caspienne par l'eau des ballasts, donc il y a des gros bateaux de transportation là, qui ont rempli leur ballast avec de l'eau qui avait probablement des œufs de moules qui s'est ensuite déversé dans le fleuve Saint-Laurent. Donc c'est ça, depuis les années 1986, il y a la présence de moules zébrées dans notre fleuve. C'est
problématique parce qu'elle a une expansion assez rapide qui elle peut facilement se transporter d'un bassin à un autre si on ne fait pas attention, ou même si on fait attention, c'est très difficile à voir. Donc elle va, c'est ça, pondre plusieurs œufs qui peuvent s'accrocher à nous directement si on se baigne dans le fleuve ou à nos embarcations. Sa reproduction, c'est très surprenant, mais elle aime souvent les températures là, chaudes, donc 12 degrés là, minimal, mais elle va survivre elle aussi aux hivers froids. Elle atteint la maturité sexuelle en quelques mois, donc elle peut très facilement produire elle aussi des œufs. Elle en produit jusqu'à 30 000 jusqu'à 1 million d'œufs par an. C'est sûr que c'est pas tous les œufs qui vont être fertilisés ou qui vont survivre, mais c'est vraiment énormément beaucoup. Les impacts. Elle va diminuer le phytoplancton, donc avoir un impact sur toute la chaîne alimentaire d'un fleuve. Elle va facilement dérégler la chaîne alimentaire, puisque les autres moules, les autres poissons qui se nourrissaient aussi du phytoplancton vont en avoir moins, donc il va y avoir une compétition pour la ressource. Elle va recouvrir les frayères et tuer les poissons, les œufs des poissons, puisqu'elle recouvre la frayère. Elle va s'agripper aux moules indigènes et parfois il y en a tellement sur une moule indigène que la moule ne sera plus capable de s'ouvrir et de respirer et va mourir étouffée. Elle va provoquer des écrasements de quais, barrages ou infrastructures solides puisqu'elle s'accumule sur ces surfaces-là et parfois cause un effondrement et bloquer souvent la canalisation des villes qui vont parfois aller chercher ou jeter leurs eaux dans le fleuve. Donc c'est vraiment problématique pour les riverains. Et encore une fois, c'est comme la vivipare chinoise qui va, une fois que sa coquille morte arrive sur une plage ou une rive, va causer des odeurs pour les riverains. La moule a une très grande répartition dans notre beau fleuve et malheureusement, elle a été apportée quand même par les riverains là, dans d'autres lacs. Là. On la voit beaucoup en Estrie. On la voit pas encore dans le nord ici. Il n'y en a pas dans notre OBV. On se croise les doigts pour que ça n'arrive pas et je vais vous montrer comment vraiment bien faire attention. L'important, c'est vraiment de bien se nettoyer et nettoyer nos embarcations. Il y a plusieurs types de façons de l'éliminer. Sa présence sur nos embarcations, pas dans les cours d'eau, malheureusement, c'est assez difficile. Je vais parler maintenant de la tortue à oreilles rouges. C'est une tortue qu'on trouve dans les animaleries, un animal de compagnie qui a été malheureusement relâché dans un milieu sauvage et qui a un impact sur toutes les autres tortues indigènes, dont la tortue peinte, qui peut être un petit peu semblable, on va voir un peu plus tard. Elle peut atteindre une taille d'environ 30 cm, un corps verdâtre, mais surtout très distingué par sa tache au niveau des oreilles qui est rouge. Donc, la tortue peinte, qui est une tortue indigène, va être souvent menacée par la tortue à oreilles rouges, qui est très vorace, qui n'a pas très peur non plus et qui s'alimente 2 fois plus qu'une tortue peinte. Donc, la tortue peinte ici n'aura pas de taches rouges au niveau des oreilles, mais seulement quelques patterns de couleur rouge près de la coquille, de la carapace, pardonnez-moi, et très jaune, là, des lignes jaunes au niveau du cou et de la tête. On peut aussi voir une différence au niveau du plastron, là, c'est ça, la tortue à oreilles rouges va avoir un plastron avec des taches noires et la tortue à peinte va être seulement unie de couleur jaune. C'est une tortue qui provient des États-Unis et qui a été introduite, c'est ça, comme j'ai dit, par la domestication dans les animaleries. Les gens l'ont relâchée. Donc, si vous avez une tortue, s'il vous plaît, ne la relâchez pas dans un milieu humide parce que ça a un très grand impact
euh, sur tous les milieux. Donc, le milieu va être impacté puisque la tortue va vraiment manger 2 fois plus qu'une tortue normale. Son cycle de vie, c'est ça, elle va pondre des œufs, environ 6 œufs en moyenne. Ça n'a pas l'air beaucoup, mais une tortue, ça n'en pas beaucoup non plus, donc ça va vraiment être plus au niveau des ressources qui va causer un déséquilibre là, dans l'écosystème. Son impact, donc elle va faire causer le déclin de la tortue indigène et dans tout l'écosystème, puisqu'elle menace aussi des espèces végétales. Et il faut faire attention, si vous les manipulez, elle est aussi porteuse de maladies comme la salmonelle. Donc nettoyez-vous bien les mains si vous en touchez. C'est ça. Dans le fond, sa répartition va être surtout autour des villes, dans les petits. Elle va aimer les petits étangs là, qui sont près des maisons ou des quartiers résidentiels. On en voit beaucoup autour de Montréal et c'est ça. Il n'y en a pas beaucoup dans notre OBV, dans notre bassin versant. Je vais vous parler maintenant de l'écrevisse à taches rouges, qui est introduite par les pêcheurs. C'était un appât de pêche qui a probablement été relâché dans un milieu et qu'elle a commencé à populer le milieu. On la distingue vraiment bien par sa tache au niveau du plastron de chaque côté, ses taches rouges, et les petites bandes noires sur ses pinces. Elle a à peu près de 10 cm et a une couleur grisâtre, brun vert, rouge sur le reste du corps. On peut la distinguer des autres espèces là, vraiment par les bandes et la tache. C'est sûr qu'il y a d'autres espèces comme l'écrevisse marbrée qui est aussi une espèce exotique envahissante. Une écrevisse, c'est difficile à vraiment identifier, donc faites attention, là, c'est ça. Si vous en voyez, malheureusement, je vous conseille ça de rien faire, de les laisser. Fait que l'écrevisse marbrée va être plus de couleur marbrée, il va avoir des pinces plus fines, petites. Sinon, on a la présence, on peut la confondre avec l'écrevisse à pince bleue, mais c'est ça, il faut faire attention, là. La distinction, c'est vraiment au niveau des pinces qui vont avoir un reflet bleuté. Son origine, elle vient des États-Unis et elle a été introduite au début des années 2000. C'est ça, elle va nécessiter une bonne qualité d'eau. Ça peut être un indicateur si un milieu est assez bien oxygéné et va préférer les fonds rocailleux. C'est ça. Dans le fond, elle peut pondre jusqu'à 80 jusqu'à 600 œufs qui vont être protégés dans son abdomen. Donc, elle va protéger ses bébés sur elle-même et va c'est ça, proliférer du printemps jusqu'au début de l'automne. Elle va créer des déséquilibres puisqu'elle mange beaucoup plus qu'une écrevisse normale, c'est-à-dire 2 fois plus qu'une espèce indigène et va déloger les espèces d'écrevisses indigènes de leur milieu. Donc, si elle est introduite, les autres espèces sont vraiment menacées. L'écrevisse à taches rouges est vraiment plus présente en Estrie. On n'en a pas dans notre bassin versant, heureusement. Maintenant, le cladocère épineux. C'est un micro-crustacé qui fait partie du zooplancton. C'est un invertébré, comme ça ici, qui est très petit. On parle de 1 à 1,5 mm. Comme vous le voyez ici sur l'ongle, il a une couleur un peu transparente. Et ce qui le différencie des autres crustacés, c'est vraiment sa longue queue qui va lui permettre de s'accrocher, par exemple, aux lignes à pêche. Souvent, là, il y a des photos de ça ici, là, qui, elle s'accroche. Donc, encore une fois, c'est comme la vivipare et plein d'autres espèces, non, pas comme la vivipare, pardon, comme
la moule zébrée, elle est d'origine du bassin de la mer Caspienne, qui a été transportée par les ballastes jusqu'au fleuve. Elle est vraiment principalement présente dans le fleuve et perturbe beaucoup l'activité de pêche sportive. Donc, sa reproduction là, est autant sexuée qu'asexuée, donc elle peut se diviser comme elle peut faire des œufs. Elle aura un grand impact sur toute la chaîne alimentaire puisqu'elle va manger du zooplancton. Donc, du zooplancton et va perturber le phytoplancton et les autres espèces de poissons, là, comme en haut et en bas de la chaîne alimentaire. Donc, ça va vraiment diminuer l'attrait pour la pêche puisqu'elle va, comme, je ne peux pas retourner, mais elle va s'accrocher aux lignes à pêche là, et causer des désagréments aux pêcheurs. On n'en a pas dans la Naudière, mais elle est souvent plus présente près des Grands Lacs et dans le sud du Québec. La méduse d'eau douce, une belle petite méduse, là, on parle de 20 à 25 cm, transparente, qui a été introduite, encore une fois, par l'aquariophilie. Donc, probablement une espèce qui a été relâchée dans la nature. Elle est beaucoup plus propagée et répartie au Québec qu'on pourrait le penser. On peut voir ici ces 4 belles tentacules buccales et le reste des autres tentacules qui peut être à peu près jusqu'à 500 petites tentacules. Heureusement, elle ne pique pas. Elle a des cellules urticantes mais qui ne transpercent pas la peau. Donc, on n'a pas de risque sur les humains. On ne connaît pas vraiment ses impacts, autres qu'elle va créer des éclosions spectaculaires dans les cours d'eau. Elle provient de Chine et a été introduite en 1930 et elle est très très peu connue. Sa reproduction est vraiment fascinante. C'est ici un polype, dans un genre de champignon la méduse va émerger du polype et refaire son cycle de vie, là. Et c'est ça, un polype peut survivre 40 ans dans l'eau. Donc, une fois qu'il est introduit dans le milieu, comme j'ai dit, c'est très 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 difficile à éradiquer. Le polype, c'est vraiment le stade primaire de la méduse qui va ensuite être libéré dans l'eau et pouvoir proliférer. Donc, c'est pas parce qu'il y a des méduses qu'il y a nécessairement des polypes, mais s'il y a des polypes, il y a définitivement des méduses dans un plancton. Sa répartition va être tous les petits points mauves qu'il y a sur ma carte ici. Donc, on en a dans notre OBV, dans notre bassin versant, au lac Corneli, Paré, Grenier, Blanc et Crépeau. Maintenant, je vais vous parler des poissons exotiques envahissants. Je vais y aller rapidement pour ces espèces-là. Vous les connaissez probablement déjà. On a le poisson rouge, notre fameux animal de compagnie vendu dans les animaleries, qui a été libéré probablement dans les étangs ou dans les rivières près de chez nous. Par contre, au format sauvage, le poisson rouge, là, il ressemble tout sauf un poisson rouge. On pourrait vraiment plus le comparer à une carpe. Il va avoir des couleurs un peu plus argent, brun, beige, assez claires, et va être quand même relativement très gros. Voilà. Donc, c'est difficile à éradiquer, là. Les poissons rouges vont vraiment être assez tenaces, là. Ils vont aimer à peu près tous les milieux, là. Surtout avec la végétation dense, vont se cacher dans la végétation et aimer là, à peu près tous les milieux, vont même être capables de survivre dans une période prolongée sans oxygène, et même dans les eaux polluées. C'est vraiment, dans le fond, la propagation et son origine provient des aquariums des poissons d'aquarium qui ont été libérés dans des jardins d'eau ou dans des milieux naturels. Les impacts vont être principalement sur la biodiversité, donc les autres poissons, puisqu'ils vont avoir
vont compétitionner pour les ressources naturelles, mais aussi il va y avoir directement un déclin du triton vert qui est un petit amphibien qui ressemble vraiment à une petite grenouille là, avec une queue dans l'eau. Voilà. Sa répartition est vraiment principalement près des cours d'eau, près des quartiers résidentiels, et on en a aussi dans notre OBB. La tanche est un poisson, comme c'est ici, peu attrayant, qui est présent dans la rivière de l'Assomption. Elle est de 15 à 40 cm, coloration olive-grise et d'un corps assez trapu. On peut la reconnaître avec ses deux barbillons au bas de sa bouche. Et voilà. Donc c'est un poisson qui provient d'Allemagne. Qui a été introduite dans la rivière du Richelieu, probablement d'une pêche qui a été relâchée, et ou peut-être de l'aquaculture, donc la culture de poissons. Elle tolère à peu près tous les milieux et va survivre aux hivers en s'enfouissant dans la vase et réduisant son activité au minimum. Elle a beaucoup d'impact sur vraiment la pêche. Parce que c'est un poisson pas beau qui se mange pas vraiment, et aussi va se reproduire énormément. On parle en moyenne de 300 à 600 000 œufs par kilogramme de poids corporel, et un poisson peut atteindre quand même assez facilement là, plusieurs kilos, là, surtout la tanche. Et voilà. Elle va compétitionner vraiment pour les autres espèces indigènes et favoriser le déclin là, des espèces menacées. Va aussi transmettre des maladies et parasites. Donc, la tanche, là, on la voit, là, elle est bien répartie près de la sortie de la rivière de l'Assomption, mais aussi dans le reste du fleuve. D'autres poissons qu'il faut garder à l'œil, on a le gobie à tache noire, qui est un poisson de fond aux yeux globuleux et qui a une tache sur sa nageoire dorsale. Elle a également une nageoire fusionnée pectorale qui va la permettre de rester plus au fond. Ce poisson-là, il va contribuer au déclin des autres poissons de fond comme le dard et les autres poissons de fond indigènes. On a aussi la carpe-coille qui ressemble probablement à des poissons que vous avez vus dans des jardins d'eau. Un poisson japonais qui a deux barbillons. C'est un peu comme une carpe ou comme un poisson rouge. Il va avoir des colorations assez diverses et va même être collectionné par certains propriétaires de jardins d'eau. Donc, il y en a près des quartiers résidentiels ou dans des jardins d'eau. Il va se reproduire très rapidement. Voilà, c'était tout pour les espèces exotiques envahissantes, que ce soit les plantes aquatiques ou les animaux aquatiques. Je vais vous parler maintenant de la prévention. Comment il faut faire pour prévenir la plupart des espèces que je vous ai parlé, là, c'est souvent des espèces qui sont relâchées par l'humain. Donc, faites attention à ce que vous plantez et aux animaux domestiques que vous libérez. Je vais principalement vous dire de contacter des SPCA ou de donner les animaux si vous voulez vous en départir, que ce soit la tortue à oreille rouge, votre petit poisson. Faites attention, ça a des énormes impacts là, sur la chaîne alimentaire et voilà. Sinon, évitez de planter des plantes non indigènes, que ce soit dans les pépinières. Renseignez-vous. Il y a peu d'informations, mais faites attention à ce que vous plantez, que ce soit dans votre jardin d'eau ou dans votre plate-bande. Sinon, des bonnes pratiques pour limiter l'apparition ou l'implantation d'espèces aquatiques exotiques envahissantes, ça serait de faire attention à nos cours d'eau. Donc, faites attention et conformez-vous pour avoir une belle bande riveraine. La bande riveraine va prévenir les nutriments ou les phosphores, d'avoir beaucoup de phosphore dans un lac, et c'est ça qui va donner les nutriments aux plantes, comme aux cyanobactéries ou comme la vivipare chinoise.
Donc, ayez une bonne bande riveraine large, bien végétalisée. Ça va permettre de vraiment mieux absorber tous les polluants et ou nutriments de phosphore dans l'eau et éviter que ça se ramasse directement dans votre plan d'eau. Sinon, essayez d'avoir des bonnes pratiques. Évitez les détergents, que ce soit les engrais ou les détergents, c'est ça, de phosphore. Donc, je vous recommande des marques comme BioVert, Attitude, Le Mieux, La Parisienne, qui vont être des produits souvent sans phosphore, que ce soit pour laver des vêtements ou la vaisselle. Sinon, si vous voyez une de ces espèces aquatiques, je vous conseille soit de la reconnaître. Donc, essayez de vous souvenir des petits trucs. Si vous avez de la difficulté, n'hésitez pas à envoyer des photos à info@cara.qc.ca qui est notre adresse email et on va vous dire si c'est problématique ou pas. Sinon, cette application-là, qui est Sentinelle, qui est possible d'être installée sur votre téléphone intelligent ou sur un ordinateur, vous prenez les photos et vous faites directement la détection d'une espèce qui pourrait être problématique. Ça nous aide beaucoup à nous avoir des données sur ce qui se passe sur le terrain pour mieux connaître la répartition et la propagation des espèces, voir qu'est-ce qui est plus problématique qu'une autre espèce et pouvoir permettre de faire des beaux plans d'action et intervenir là, en cas de grande invasion. Donc ça ici, Sentinelle, très important, c'est une belle plateforme à essayer. Finalement, le gros point de la conférence qui est au niveau de prévention, ça va vraiment être de nettoyer. J'aurais jamais assez dit. Tout ce qui va dans l'eau, dans un plan d'eau, que ce soit un bateau, kayak, canot, paddleboard, l'équipement de plongée ou l'équipement de pêche, il faut se nettoyer. Donc, il y a plusieurs étapes. Là. Quand on change d'un plan d'eau à un autre, il faut vraiment faire attention pour ne pas transporter avec nous une espèce exotique envahissante puis créer une problématique au nouveau plan d'eau. Donc, on fait tout le temps comme si on passait d'un plan d'eau contaminé vers un plan d'eau non contaminé. Pour ça, il y a certaines installations de stations de lavage qui vont vous permettre de vous laver votre bateau et votre embarcation. Fait que, première chose à faire, c'est vraiment l'inspection. On retire tous les organismes directement là, envahissants ou non envahissants. On les retire sur notre embarcation, que ce soit le kayak encore une fois ou votre bateau. Faites attention aux environs du moteur, là. Souvent c'est là que les plantes vont rester prises et les organismes. Donc, une fois qu'on les a trouvés, on les retire, on les jette. On vide aussi notre eau. Donc, s'il y a de l'eau dans le fond du bateau ou dans notre kayak, là, on la retire. Et finalement, on lave. Donc, avec que ce soit à l'eau chaude, au jet haute pression ou en la laissant sécher. Je vais vous en parler un petit peu ici. Dans cette diapositive-là, ici, on voit vraiment la différence de tous les différents moyens de nettoyer l'embarcation ou notre matériel. Donc, dépendamment, on va s'ajuster. Si on a une grande surface, là, que ce soit notre embarcation ou notre paddleboard ou notre bateau, on peut y aller au jet haute pression. C'est recommandé, là, le moyen le plus efficace pour tuer, que ce soit les œufs ou les micro-organismes sur un bateau, c'est d'y aller avec de l'eau chaude à pression. Par contre, c'est pas tout le temps accessible là, pour les stations de lavage, c'est souvent de l'eau froide, mais c'est mieux que rien. Ça va faire la seule différence, ça va être le temps de nettoyage qui va être différent. Donc, pour un nettoyage à eau chaude, ça va être 5 à 10 secondes par environ, là, par secteur d'une embarcation. Là. Donc, on nettoie 5 à 10 secondes, mais si c'est de l'eau froide, à pression, c'est un 30 secondes, donc quand même beaucoup plus. Si on a seulement de l'eau chaude, il n'y a aucun problème, mais c'est ça, ça va être 10 minutes là, de lavage là, avec de l'eau chaude. Sinon, si c'est des équipements de pêche, de plongée,
que vous avez la possibilité que vous ne pouvez pas justement faire la hausse à pression, sinon ça va briser ou endommager votre matériel, vous pouvez y aller avec du vinaigre ou une solution d'eau de javel. Sinon, si c'est pas possible dans votre cas, il y a la bonne vieille méthode du séchage à l'air libre. Il faut vraiment faire attention par contre, il ne faut pas que ça soit dans l'humidité. On le fait sécher 5 jours et tous les organismes vivants devraient être tués et on peut ensuite changer de plan d'eau. Bien sûr, si vous faites le nettoyage à la hausse à pression, faites-le pas proche d'un autre cours d'eau, fait que vraiment à plus de 30 mètres pour se laisser une chance puis pas contaminer de toute façon le cours d'eau pour rien. Donc, un petit résumé rapide là. Pour les activités nautiques, on fait attention à ne pas oublier notre ancre, qui est souvent dans le fond du bateau, dans l'eau. Donc, justement, là, ça, faut éviter. On la lave aussi. Toutes les cordes aussi, ça peut être un vecteur de propagation. Sinon, pour la pêche, les grandes bottes, les waders, les gants, les filets, tout ça, faites ça sécher si vous ne pouvez pas les nettoyer à l'eau de javel. J'ai aussi oublié de mentionner, mais il y a la remorque pour votre embarcation. Ça aussi, ça va dans l'eau, donc on la nettoie. C'est important de ne pas oublier, il peut y avoir de l'eau, on vide l'eau et après ça, il n'y a pas de problème. Pour la plongée, tous les équipements, wetsuit, masque, tuba, des fois il peut rester de l'eau là-dedans, on fait tout ça sécher. Et la chasse, les waders, tout comme tout autre objet là, de pêche ou de chasse. Les hydravions, c'est un peu plus difficile, mais si vous pouvez, faites-le, faites-les sécher ou nettoyez-le. Assurez-vous principalement juste qu'il n'y ait pas de présence d'organismes avant de se déplacer d'un cours d'eau à l'autre. Et finalement, ça peut aller même jusqu'aux souliers d'eau et aux jouets des enfants. Donc, nettoyez votre équipement. Donc, je vais faire un petit rappel assez rapide. Tout ce qui est des plantes aquatiques exotiques pour faire du contrôle. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, contactez l'OBV ou contactez un spécialiste parce que dans le fond, ça prend souvent des permissions, que ce soit de la municipalité, de la MRC ou du ministère pour faire du contrôle de la myriophile ou d'autres plantes. Ça nous prend un permis. Pour les animaux, ça relève principalement du ministère de l'Environnement. Donc, ça prend un permis SEG, qui est un permis scientifique, éducatif ou de gestion. Dans notre cas, c'est la gestion ou le contrôle. Donc, toute espèce que je vous ai présentée, que ce soit la vilipare, même si ça part d'une bonne intention, c'est important, là, on ne peut pas aller juste la retirer et la mettre aux poubelles comme ça. Ça prend un permis simplement parce qu'on veut s'assurer que la mise à mort de l'animal soit faite de manière éthique. Donc, on la brûle pas dans son feu, mais tout ça. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous venez avec nous. On a des séances de récolte avec des bénévoles. Vous pouvez y participer. On les récolte, on les compte. On s'assure que tout est bien fait et finalement on les congèle dans notre congélateur pour leur assurer qu'ils vont juste mourir de manière éthique. Donc si jamais vous avez des activités comme ça, faites attention, c'est illégal, vous pouvez être exposé à des amendes. Finalement, dernière petite diapositive, là, si jamais c'est quelque chose que vous avez envie de faire du contrôle, contactez-nous parce que ça prend quand même quelques démarches. Donc, valider l'espèce et cartographier là, les points où les espèces sont principalement présentes pour pouvoir élaborer un plan d'intervention et avoir les autorisations nécessaires si c'est des permis qui sont requis. Donc, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter un OBV qui vont pouvoir vous aider là-dedans. Finalement, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à aller sur notre site web dans la zone PAEE, donc plantes aquatiques exotiques envahissantes pour le myriophile ou pour autres plantes. Ça va vous permettre d'avoir peut-être plus d'informations sur les plans de lutte ou la gestion, tout ça, des plantes aquatiques. N'hésitez pas aussi à nous joindre sur nos pages Facebook. Ensemble, stoppons la vipère chinoise. Si vous avez des questions, ou vous avez des photos, ou vous voulez avoir plus de renseignements, on va mettre
des communiqués là, de manière plus ou moins fréquente. Et même chose pour les plantes. Donc, on a un groupe qui se nomme les plantes aquatiques de la Naudière sur Facebook. Donc, ajoutez-nous sur votre page Facebook. Finalement, j'aimerais vous remercier de votre écoute et aussi on aimerait remercier là, les partenaires ministères du Québec et la municipalité de Rawdon. Merci.